Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi le 4 mai 2021. Aujourd'hui, on a invité un invité spécial. Disons qu'il a marché vraiment tout le tour de la petite planète. Vous allez comprendre qu'on va parler un petit peu de politique internationale. J'ai l'impression que ça va être intéressant. Mais avant... J'avais dit que je reviendrais sur Montréal. Je vais en profiter juste pour vous donner un indice de ce qui s'en vient la semaine prochaine. Vous rappelez-vous de Solargise, une firme qui devait s'installer dans l'est de Montréal, dans Anjou. Je ne le dirai jamais assez souvent. Montréal, c'est 19 arrondissements. Et Anjou devait recevoir Solargise. Le conseil d'administration, le président de cette compagnie-là, était prêt à investir 2 milliards de dollars. Je ne sais pas si ça sonne des cloches, sans subvention. Et c'était pour aller de l'avant dans une usine qui ferait des panneaux solaires. À cette époque-là, je parlais de Luc Ferrandez, ce que j'appelais le maire de Montréal. C'était Valérie Plante, mais Luc Ferrandez s'est tout simplement pas présenté la journée de la négociation. Après quelques rencontres prévues, non, ça n'a pas eu lieu. Et la compagnie Solargise a tout simplement traité le conseil d'administration de la Ville de Montréal, ce qu'on appelle les gens élus à l'hôtel de ville, d'une gang de culottes courtes. Et ils ont quitté Montréal pour s'installer en banlieue, un peu à l'extérieur, sans la nommer Valleyfield. C'est choquant. C'est choquant quand on aime Montréal, quand on sait que c'est une métropole, c'est 2 milliards de dollars, on a besoin d'argent, on vient de perdre Molson, puis je ne voulais pas m'emporter, c'est une introduction. Fait que c'était pas tout à fait le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vient de se passer cette semaine, on est le 4 mai, ça veut dire, excusez, la semaine passée, la firme Raymond, ça date de Denis Coderre. On vient-tu loin en arrière? Son maire d'arrondissement. Là, je parle d'un autre arrondissement. Parce qu'il y a 19 maires à Montréal. Fait que Denis Coderre avait un de ses maires dans Hochelaga qui a dit à Raymond qu'il vient de faire l'acquisition d'un terrain industriel. Plus que ça, là, tu peux quasiment tout faire sur un terrain industriel. La firme a décontaminé totalement le terrain. Vous rappelez-vous de Continental Can et tout ce qui était là d'industriel dans Hochelaga? Il a fait l'acquisition, il a décontaminé pour être respectueux devant toutes les demandes. Denis Coderre a dit non. On veut faire attention à l'environnement. OK, on va faire attention à l'environnement. Dites-nous, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oups! Coderre a perdu les élections. Plante arrive. Donnez-moi votre plan. Valérie Plante avec son plan. La Ville de Montréal avec son plan. Ah, on veut avoir des arbres là, des arbres là, des arbres. Pas de problème, on va vous faire ça. Dès qu'il présente, non, on a changé d'idée. C'est pas assez vert. On veut des pistes cyclables. Hey! Démolis ton projet. Deuxième version. On reçoit le projet. Bon, on va le faire. Présente le projet. Piste cyclable, des arbres, de la verdure, protection. C'est un terrain industriel, n'oubliez pas ça. Bien, refusez encore. La compagnie s'est tannée. Elle est allée en cours. Elle a demandé un jugement en cours. Plate à dire, là. Puis là, je ne veux pas parler de Denis Coderre qui comprend à rien, zéro open bar, puis Valérie Plante qui se demande encore où est-ce qu'elle est. Je pense qu'elle ne connaît pas le mot métropole. Il est allé en cours puis il a dit expliquer son cas en disant c'est un terrain industriel, voici ce que j'ai proposé, voici ce que j'ai fait. Il a gagné en cours. Ça, c'est pas pire. Bel exemple. Ce qui est choquant, c'est que tout le temps perdu, n'oubliez pas, là, je parle de l'ex-maire. Ça, c'est 5-6 ans en arrière. Il a gagné en cours. Le juge, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On a un invité. M'a vous dire le jugement. Le juge a accordé à Raymond 340 millions de dollars. La Ville a décidé de ne pas aller plus haut. Ils ne reviendront pas plus haut qu'en appel. Il a gagné en supérieur, il a gagné en appel. La Ville vient d'arrêter. 340 millions. Gang de bozos à Montréal. Aujourd'hui, c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler de notre invité. Vraiment, ça va être exceptionnel. Je pense que ça va être une émission intéressante. C'est une émission d'opinion.
Mon nom est Gilbert Thibodeau. Vous écoutez Le Candidat. On s'en va voir notre invité. Et tel que prévu, voici Viken Attarian. Bonsoir, M. Attarian. Bonsoir, M. Thibodeau. Avant d'aller plus loin, M. Attarian, je ne veux pas en manquer, vous me corrigerez. MBA de l'Université Concordia au Québec, ingénieur reçu de Tchécoslovaquie. Oui. Recherche mathématique en France, en Europe. Oui, en France. Vous êtes en gestion, vice-président, innovation, nouvelles technologies, tout ce qui se fait logiciel, intelligence artificielle. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais, Viken Attarian. Monsieur Attarian, originaire d'Arménie? Non, je suis d'origine arménienne, mais je suis né au Liban. Né au Liban, oui, mais d'origine arménienne. D'origine arménienne, oui. Moi, j'ai une question. Je l'ai dit à l'intro, on a besoin de connaissances, de grandes connaissances sur la planète. Puis vous êtes un exemple tellement évident que la planète est petite, vous en savez beaucoup, vous avez fait le tour pas mal. Je serais curieux que vous nous expliquiez une fois pour toutes, à tous les ans, on parle du génocide arménien. Êtes-vous capable en 2, 4 minutes, quelque chose, nous expliquer grosso modo, on parle de avant la Première Guerre mondiale. Là. Durant la Première Guerre mondiale. Durant la Première, oui. En 14-15, ça c'est à l'époque de le régime ottoman, la grande superficie ottomane de la Turquie. Oui. Bon, êtes-vous capable de nous expliquer, grosso modo, quand on dit le génocide, c'est quoi? Là? C'est relié à quoi? Il s'est passé quoi? Écoutez, le génocide, il faut d'abord définir, le génocide, c'est un terme légal qui était inventé par un juriste d'origine polonais qui s'appelle M. Raphaël Lemkin. Il était inventé en 1945, donc après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais que le mot génocide... Oui, parce que le mot génocide n'existait pas avant. Il y avait des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, etc., mais le mot génocide n'existait pas. Mais lui, M. Lemkin, on a trouvé dans des archives, il y a des vidéos, il disait « J'ai inventé ce mot spécifiquement pour le cas des deux peuples, les Arméniens et les Juifs, parce que ça leur est arrivé. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un État, un régime qui a le pouvoir et qui fait exprès, il organise et il exécute le meurtre massif d'un peuple juste pour leur ethnicité ou leur appartenance religieuse ou pour la couleur de leur peau, mais il veut effacer. C'est-à-dire, c'est planifié, c'est exécuté, et il y a cette différence de pouvoir par un régime qui a les armes, les soldats, etc., et un peuple qui n'y a personne pour le défendre. Alors, c'est ça à peu près la définition. C'est l'équivalent d'un meurtre de premier degré, mais la victime n'est pas une personne, mais c'est un peuple. À grande échelle. Oui, parce que c'est planifié. C'est ça qui le distingue. L'Arménie, 1914, 15, 16, ça existe. Ça existe pas? Oui, l'Arménie existe comme partie de deux grands empires. OK. À peu près 20% de l'Arménie appartenait à l'Empire russe et 80%... Là, on est à l'Est. À l'Est, oui. Puis à l'Ouest, c'est la Turquie. 80% tombaient sous l'Empire ottoman. Oui. Mais voilà. L'Empire ottoman, qui étendait d'une partie de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient, le Sud, les peuples arabes. Donnez-moi quelques pays. Là. Les quelques pays actuels qui faisaient partie, c'est l'Irak, la Syrie, le Liban, l'Arabie saoudite, la Palestine, la Turquie actuelle, une partie de la Bulgarie, une partie de la Grèce. C'était grand, hein? Oui, mais avant, c'était encore plus grand. Il était juste au port de la Vienne. Alors, mais l'Empire ottoman s'est rétréci, et elle se trouvait durant la Première Guerre mondiale en une situation où ils sont entrés dans la guerre avec les pouvoirs de l'Axe, qui était l'Allemagne,
l'Empire austro-hongroise et l'Empire ottoman contre les alliés ou l'entente qui était la France, la Russie et l'Angleterre, et ensuite les États-Unis. Alors, durant cette guerre, le gouvernement ottoman a décidé, d'une fois pour toutes, éliminer la population indigène arménienne qui vivait sur leur territoire biblique, civilisationnel, depuis 5000 ans, pour les éliminer et les chasser entièrement de cette terre. Et ils ont perpétré le premier génocide du XXe siècle contre le peuple arménien. Et ils ont tué à peu près 1,5 million des Arméniens. On parle d'1,5 million, mais c'est ça, entre 800 000 et 1,5 million. Là. Ça se peut-tu que les chiffres... Parce qu'on parle, à cette époque-là, on ne parle pas d'à peu près 2,5 millions d'Arméniens? Vous avez raison, mais il y a 800 000 qui étaient abattus. Mais il y a une autre 100 000 qui sont morts de la famine, reliés à où ils étaient chassés de leur terre et ils sont morts de soif dans les déserts, etc. Alors, c'est une continuation de l'effet. Puis il y a aussi des Arméniens qui ont dû, on appelle ça déportés. Là, oui, les Arméniens étaient déportés envers le désert syrien. Et voilà. Et en route, en chemin, ils étaient attaqués par des forces, par des milices, etc. Ils étaient tués, les femmes étaient violées ou ils étaient enlevés, etc. Les enfants étaient égorgés. Alors, c'est ça qui fait en sorte que les Arméniens, les terres arméniennes, qui étaient majoritairement arméniens, sont vidées des Arméniens. La journée officielle, c'était... C'est le 24 avril. Le 24 avril, parce que c'est la journée où tous les intellectuels, tous les chefs, les leaders des Arméniens étaient arrêtés. Et ensuite, ils étaient emprisonnés et ensuite, ils étaient exécutés. Alors, ça, c'est un des indices de la planification. Parce que... C'est ça, ça a été planifié. Exactement, parce qu'on planifiait, on a arrêté tout le leadership des Arméniens, les chefs communautaires, les écrivains, les journalistes, les médecins, les avocats, etc. Et là, on a laissé un peuple sans cerveau. Et après, c'était la jeunesse arménienne, elle était mobilisée dans l'armée ottomane. Alors, la jeunesse ne pourrait pas défendre, mais ils les ont mis dans des bataillons de travail, faire des chemins de fer, etc. Ils ne l'ont pas donné des armes. Alors, il ne restait que la population qui n'était pas défendue. Alors, juste le contexte, comment ça se déroulait, ça montre déjà que c'était planifié. C'était prévu. C'était prévu. Voilà. Moi, je veux parler de la Turquie, l'Arménie, ce qui se passe aujourd'hui. Mais avant, j'ai fait quelques vérifications et ce qui revient, c'est 3 prénoms. Talaat, Enver puis Cemal Pacha. Oui. C'est qui, ça? C'est-tu du trouble, ces gars-là? Écoutez, Talat, Cemal et Enver, c'est un triumvirat, qu'on appelle, qui était au pouvoir, qui était les chefs au pouvoir des ministres. Chacun était un ministre. Le Talat était le premier ministre de l'Empire ottoman. C'est du trouble, ces 3-là? Oui. Alors, c'était eux autres qui étaient les organisateurs et les exécuteurs du génocide. Talat était le plus grand, c'était le premier ministre et le ministre des Affaires intérieures et de la Sécurité. Alors, c'était lui qui était l'organisateur, qui regardait les chiffres de ce qui se passe, qui envoyait les... c'est vraiment planifié, là. Absolument. Dans l'histoire, il n'y a pas grand... Je pense que tout le monde, je ne veux pas me tromper, tout le monde, presque tous les pays, le reconnaissent? Actuellement, il y a à peu près une quarantaine de pays qui reconnaissent officiellement au niveau du pays. Il y a plusieurs, disons, des provinces ou des États ou des sous-étatiques qui reconnaissent. Il y a plusieurs villes, le génocide. Mais il y a le plus important à reconnaître, c'est la Turquie. La Turquie nie toujours le génocide qu'ils l'ont perpétré. Et ça a un effet très néfaste et très négatif parce que ça fait partie de le négationnisme, ça fait partie de leur politique extérieure. Si vous allez sur le site web du ministère des Affaires étrangères de la Turquie, il y a des pages, des sections
qui disent pourquoi le génocide des Arméniens n'a pas eu lieu. Alors, ils dépensent de l'argent et de l'effort et des ressources pour combattre la reconnaissance du génocide. Merci pour cette histoire-là. Maintenant, on en sait plus. Maintenant, on connaît un peu plus c'est quoi quand on dit le mot génocide arménien. Et c'est le 24 avril à tous les ans. 24 avril. Et il faut dire une chose, le Québec est la seule entité étatique au Canada qui reconnaît le génocide des Arméniens comme une loi. C'est dans la loi du Québec que c'est une loi. Dans les autres, c'est une motion parlementaire ou politique, gouvernementale, etc., la reconnaissance. Mais au Québec, c'est la loi. Bien. Vous êtes né ici au Québec? Non, je suis né au Liban. Mais on aurait pu dire mais je me sens autant québécois que tous les Québécois. Mais vous êtes arrivé ici en quelle année à peu près? Je suis arrivé au Canada en 84. J'habitais au Manitoba, à Winnipeg. Mais depuis 86, j'habite à Montréal. Je vais y revenir sur ça aussi tout à l'heure, mais je suis curieux, par curiosité. Vous avez né Liban, arménien, vous avez dit Manitoba, vous avez pris un cours en tchécoslovaque. Vous parlez combien de langues? Bon, je parle plus qu'une dizaine, mais je dirais je maîtrise 8 langues. Quand je dis je maîtrise, c'est-à-dire, pour moi, maîtriser, c'est lire, écrire et parler. Alors, c'est 8 langues, pas plus. Plus tard, à la fin, on va avoir un peu de temps. Je vais y aller avec des questions rapides. On va savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va finir avec notre phénomène de la Turquie. Erdogan, là. Oui. Il y a une histoire, là. Là, on est en 2021, oui. Là, OK? Il y avait une grande bibliothèque. Je ne connais pas exactement le nom de cette bibliothèque-là qui a été transformée en grande mosquée. Ma question, est-ce que Erdogan, là, je vais le dire comme ça, est-ce qu'il y a le complexe mémorable écoutez, l'Ottoman. Vous voyez ma question? Oui, je comprends. Je vais expliquer d'abord. Y a-t-il un complexe de grandeur? C'est quoi? Oui, grosso modo. C'est une folie de grandeur. C'est pas un complexe de grandeur, là, mais c'est une mégalomanie. Parce que la raison, c'est que il faut se rendre compte que l'Empire ottoman, la plus grande conquête de l'Empire ottoman, c'est la conquête de Constantinople. Constantinople, c'est le capital de la Byzance, qui était l'Empire romain de l'Est. Constantinople, actuellement, c'est Istanbul. Et au Constantinople, il y avait le plus grand basilique s'appelle le Hagia Sophia, ou la Sainte Sophie. C'est une perle architecturale. C'est la fameuse bibliothèque. C'était une bibliothèque et musée. Mais maintenant, un musée. Oui. Exact. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand le sultan Mehmed Fetih le II, qui a conquis Constantinople, et depuis ce temps-là, c'est les Turcs qui contrôlent Constantinople, et ils ont changé le nom à Istanbul, et maintenant c'est Istanbul. C'est quand même la ville la plus peuplée de la Turquie, la plus grande ville de la Turquie. En plus, c'est la ville la plus cosmopolitaine. Une partie est dans l'Europe, l'autre partie est dans l'Asie. Alors, c'est une ville d'une très longue culture avec un mélange des chrétiens, des Arméniens, des Grecs, beaucoup de diversité. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont décidé de ne pas il était au début converti en mosquée, mais ça a été considéré comme une grande insulte envers, disons, la population chrétienne. Alors, l'État turc a décidé de ne plus le faire un lieu de culte, mais pour célébrer cette diversité. Musée. Ils l'ont converti en un musée où il y a toute l'histoire, toute l'architecture, toutes les valeurs, etc. Mais maintenant, M. Erdogan, puisqu'il a ses ambitions de redevenir, il ne veut pas être juste un président de la République turque, il veut retourner dans l'ancienne gloire de la grande empire ottoman. Il se voit comme le conquistador et essaie de régner là. Mais vous êtes sérieux, là? Lui, exactement. Il a encore l'ambition de la Syrie. Oui, mais regarde, tout ce que vous allez faire, allez sur Google et regardez le palais républicain qui s'est fait construire là, avec, je ne sais pas, là, 70
plus chambre à coucher, etc. C'est comme une nouvelle Versailles. Alors, là, il a dit, on va reconvertir la Hagia Sophia à un lieu de culte, à un mosquée. Oui. Alors, c'est comme si faire un pas en arrière et en disant, on va réétablir, on va montrer notre force, qu'on connaît le peuple qui est en conquête. Là, on en est là. Exactement. Qu'est-ce qui va arriver, là? C'est quoi votre position là-dessus? Écoutez, ça c'est très dangereux parce que là, on a un pays qui a la deuxième plus grande armée dans l'OTAN, qui est membre de l'OTAN, bien armé, et là, il est en train de s'ingérer avec des conflits militaires à peu près avec tous ses voisins. Et là, ça nous touche parce que, comme Canadiens, écoute, on est engagé envers un autre allié de l'OTAN. Si une guerre s'éclate à cause qu'un faux braque quelque part qui essaye d'étendre son hégémonie, il peut entraîner le monde entier avec lui. Bien là, il fait partie de l'OTAN. Absolument. Le Canada fait partie de l'OTAN. Absolument. Plusieurs pays font partie de l'OTAN. Absolument. S'il lui bouge... S'il lui bouge, il fait une guerre là, avec quelqu'un. Oui. Et c'est une guerre vraiment très éclatée, là. Une guerre extrêmement chaude. Alors, le Canada et les autres membres de l'OTAN ont une obligation de le défendre. Selon l'OTAN. Exactement. Ça va bien. Alors c'est ça le problème. Il a l'ingérence, parce que lui, il a l'ingérence dans la Syrie, parce qu'il voulait se débarrasser du régime de Bachar el-Assad. Qui n'est pas un saint non plus, mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir... il faut vraiment pousser l'Empire ottoman envers la Syrie ou en utilisant les djihadistes de l'ISIS pour faire chuter un autre dictateur. Alors, on a vu ce que ça fait en Irak. Alors, il y a l'ingérence, c'est sûr que la Turquie aussi occupe une partie de Chypre. Il y a l'ingérence vers la Grèce avec les îles. Maintenant, il y a une implication directe contre le régime actuel de la Libye. Il y a un conflit avec ça. Et puisque ce régime actuel de la Libye est allié avec l'Égypte, là, il y a l'Égypte qui est devenu un des adversaires de la Turquie. Alors, on voit que presque tous ses voisins sont en un genre de conflit, un mini-conflit, plus grand conflit, mais c'est quand même des conflits très, très chauds et c'est dangereux. C'est majeur. On termine là-dessus. Je suis curieux, parce que j'ai suivi le dossier un peu, puis j'en ai parlé aux téléspectateurs. Puis j'avais déjà soulevé le point, j'ai dit là, Erdogan m'énerve, parce que vous venez de parler des îles, justement, en Grèce. Oui. Et il s'est amusé à aller vérifier s'il y avait du pétrole près des... Absolument, parce que là, maintenant, il veut étendre... Vous savez que la loi marine, là, c'est très intéressant, parce que si tu déclares souveraineté sur un seul rocher, même si c'est un petit rocher, là, tu as 20 kilomètres à l'alentour du rocher, que tu as le droit, que ça t'appartient. Alors, tu déclares que c'est ma zone. Alors, là, tu peux piger là, tu peux regarder s'il y a le pétrole. Il va-tu gagner? Il y a quelqu'un qui va lui dire « Hey! » À un moment donné, je crois que M. Erdogan, là, il est devenu extrêmement impopulaire. Il était ami avec M. Trump. Maintenant que le régime américain a changé, là, les Américains commencent à se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui pourrait être très dangereux et créer des conflits qu'ils ne sont pas intéressés vraiment à s'ingérer là-dedans, les États-Unis non plus, parce qu'ils ont beaucoup d'autres programmes qui sont plus grands. À suivre. C'est intéressant. C'est intéressant. Comment on dit en arabe, on va passer à un autre sujet? C'est ça. Bon, on y va avec celle-là. C'était intéressant. Pourquoi parler plusieurs langues? Vous l'avez déjà expliqué. De mémoire, vous dites, Gilbert, parler avec quelqu'un, il faut rentrer dans son cerveau, il faut comprendre le pourquoi de sa langue. C'est ça? Oui, mais écoute, les langues me fascinent parce que les langues, c'est toute l'histoire, l'évolution de ce peuple est gardée dans la langue. Les concepts, l'histoire, le vocabulaire, les règles,
tu peux faire le lien directement avec ce qui s'est passé avec ce peuple. Et moi, quand je veux apprendre une langue, parce que ce qui m'intéresse, c'est la personne. Je ne peux pas comprendre ce que tu peux me dire si je ne connais pas ta langue, mais en plus, toi, tu parles, ta langue maternelle est le français. Ouais. Donc, tu penses en français. Tu ne traduis pas, tu ne penses pas dans une autre langue et le traduis. Tu penses en français. Vous pensez à ça? Absolument. Wow. Alors, tu ne peux pas penser sans penser dans une langue. Sans une langue, la pensée n'existe pas. Alors, si je veux comprendre, je veux vraiment savoir c'est quoi la position de Gilbert Thibauteau. Il faut que je maîtrise le français pour que je puisse comprendre ton point de départ. C'est pas parce que je veux te faire un arnaque, c'est parce que je veux te comprendre. Je veux être plus proche de toi. C'est ça qui me fascine. C'est incroyable. On parle deux langues très, 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 très bien. On est bilingue. Là, quand on dit vraiment bilingue, c'est déjà bien. Oui, absolument. Mais 8 langues, vous les contrôlez très bien, là. Oui. On change de sujet. Mais après 3 ou 4, les langues appartiennent au groupe. Alors, après 3 ou 4, là tu comprends comment... Quand on est capable de dire « ça appartient à un groupe », c'est parce qu'on est capable de l'expliquer. C'est phénoménal. Oui. On change de sujet. Ça a été agréable. Merci pour tout ce phénomène historique-là. Il se passe quelque chose actuellement, 2021. Au niveau là, mondial, au niveau de tous les pays dont vous parlez, on en a parlé, il y a un mot qui revient souvent, c'est « pandémie ». Y a-t-il une leçon qu'on peut tirer de la différence de la solution de divers pays, la façon que la pandémie... Puis là, j'utilise le mot pandémie par politesse. Il y en a plusieurs qui parlent de grippe chinoise. On entend, OK? On parle de la même chose. Y a-t-il des leçons qu'on a tirées de ça, là? Il y a beaucoup, beaucoup de leçons. Mais je parlerai au niveau de société, mais je parlerai aussi pour nous, le Québec. La raison, c'est que la première leçon, c'est que le leadership compte. Ça, c'est très, très important. Parce que le contexte de la pandémie, c'est du jamais vu. C'est sûr que c'est vu déjà par la grippe en 1918. Mais le monde de 1918, ce n'est pas notre monde. Pas du tout. C'est pas du tout. Non. Et c'est très possible, et je le sais, qu'il y a eu plus de morts dans le temps. Mais encore, c'est 1918, on est 2021. Un siècle plus tard. Ouais. Alors, le leadership compte. Et le leadership compte, ça veut dire que un leadership qui est idéologique, par défaut, ne peut pas combattre la pandémie. Et là, on voit ça. On voit ça très, très clairement dans ce qui se passe. On avait un leadership idéologique aux États-Unis. Il a échoué dans le combat contre la pandémie. On a un leadership idéologique au Brésil, la même chose. On a un leadership idéologique en Inde, c'est la même chose. Leadership idéologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, que son idéologie le limite entièrement sa pensée. Et c'est ça le problème. Ça, c'est le leadership compte. La deuxième chose, c'est que, la deuxième leçon à tirer, c'est que le paradigme compte aussi. Parce que il faut entrer dans un paradigme qu'on est en guerre. Ce n'est pas un paradigme, c'est qu'il y a une maladie, comment il faut combattre. On est en guerre parce qu'on a un ennemi qui est ce virus qui ne connaît pas les règles, qui ne connaît pas, qui ne prend pas les fins de semaine pour reposer, qui ne distingue pas. C'est quelque chose qui nous attaque tout le temps, et qui change sa stratégie, parce que c'est biologique. Alors, il faut que nous autres, que nous changions la stratégie en même temps, rapidement, le plus rapidement possible. Alors, cette adaptation stratégique, alors le paradigme de guerre est beaucoup plus efficace pour mobiliser nos ressources qu'un paradigme de, je ne sais pas, combattre une maladie contagieuse, etc. La troisième leçon à retirer, c'est qu'au niveau économique, les gens qui sont
plus de la droite, par exemple. Ils disent que, oui, on tombe dans la dette, etc. Comment on va le faire? Oui, c'est important de toujours penser à ça. Mais le contexte de dette, le dette étatique est beaucoup plus facile à gérer qu'une dette individuelle. Une dette individuelle, quand c'est entièrement difficile à gérer, là, c'est la faillite individuelle et c'est la faillite des entreprises, etc. À une petite échelle, à une échelle microéconomie, c'est correct parce que ça se passe tout le temps, les mondes déclarent faillite. Mais dans le contexte de la pandémie, si on laisse le petit contexte à œuvrer seul, le dette étatique, l'État ne prend pas autant de dettes nécessaires. Là, on va détruire toute l'économie. Donc, c'est pour ça que je dis, si on est idéologiquement fermé envers prendre une dette étatique au bon moment, pas au mauvais moment, là, on est sûr et certain qu'on va en sortir mieux. Le Canada en est un exemple, mais ça ne veut pas dire que toutes les positions prises par le gouvernement fédéral sont des bonnes positions. Mais au moins, avoir le courage de prendre plus de poids de la dette sur les épaules de l'État versus les épaules des individus et d'entreprises, ça, je crois, c'est une bonne politique. Vous m'amenez à poser deux questions que je n'avais pas prévues. Donc, pour vous, la pandémie, vous conservez le mot « pandémie ». Autrement dit, on y croit, c'est mondial et la pandémie fait mal à l'ensemble des pays. Oui, à l'ensemble des pays, mais aux différents niveaux, parce que c'est important de voir. Moi, j'ai eu beaucoup de correspondances au début de l'année dernière avec mes amis qui me disaient, écoutez, est-ce que c'est vraiment une pandémie? Est-ce que c'est quelque chose qui est fabriqué? Est-ce que c'est un complot? Moi, j'ai dit, écoutez, vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais là, on parlait au mois d'avril. Avril 2020. Ça fait 1 an à peu près. Là, je dis, dites-moi, si ce n'est pas vrai, dans quel pays de G7 avant que vous connaissiez qu'il y a un écroulement total d'un système de la santé? Ça n'est jamais arrivé, là, avant. Dans quel pays? Comment vous dites ça? Dans quel pays? Est-ce que c'est arrivé dans un pays avant, là? Oui. Dans un pays de G7, oui. Disons les économies les plus avancées du monde, les pays les plus riches du monde, parmi le G7, où le système de la santé a entièrement écoulé, là. C'est arrivé en Italie. Alors, si c'était faux, la pandémie n'existait pas, comment vous expliquez qu'on a un système de la santé qui est entièrement écoulé, là? C'est pas, vous ne pouvez pas me donner « Ah oui, il y a plus de gens qui meurent par des accidents d'auto, etc. » Ce n'est pas une pandémie, c'est faux. Non, parce que c'est l'échelondage qui arrive, c'est ça qui fait... Si je vous disais, moi, que ce serait plutôt les médias qui ont décidé de dire la vérité, il y a longtemps que tous les systèmes, autant du G7, on va mettre le G8, on va inclure le Canada. On va mettre même le Québec. On va mettre ce que vous voulez. OK, ou le G20. Le G20. Oui. Si je vous disais, c'est tous des menteurs et il y a longtemps que le système de santé va mal. On se sert de ça pour dire que, vous voyez, le système de santé est accablé à cause de ça. Si c'est une question magnifique, mais ça, c'est l'autre leçon à tirer. L'autre leçon à tirer de la pandémie... Vous avez besoin de parler fort sur ce point-là? Non, je vais parler fort sur le point. Parce que l'autre leçon à tirer sur la pandémie, encore, je retourne envers l'idéologie. Moi, je suis personnellement, pour les politiques de PPP, partenariat public-privé. Par contre, il y a une limite où ça peut aller. Parce que je n'ai pas de problème qu'on fasse impartir une infrastructure, partenariat public-privé. Pas de problème avec ça, parce qu'on a besoin d'investissement et l'État ne peut pas avoir. Et les gens qui font l'investissement, il faut qu'il ait un retour sur un investissement. Mais là où on arrive à des services donnés aux citoyens au niveau des services humains, là on parle des services humains, il faut avoir une limite que ce n'est pas une bonne idée d'avoir un partenariat public-privé parce que
ce qui pousse l'entreprise privée, c'est de gagner de l'argent, c'est le retour sur l'investissement. C'est pas le service. Alors, impartir un système de la santé publique, ça, dans un cas d'urgence, peut mener exactement à ce qu'on a vu. Je vais vous donner un autre exemple encore plus extrême. Aux États-Unis, les services de prison, c'est imparti. C'est des entreprises privées qui gèrent des prisons. Alors, si on pense qu'on est un actionnaire dans cette entreprise, qu'est-ce qu'il veut, cet actionnaire-là? Il veut qu'il y ait plus de crimes. Il veut qu'il y ait plus de meurtres. Alors, ces entreprises sont conçues et leur but, c'est d'encourager le crime dans la société, parce que finalement, c'est ça. Alors, si on crée, c'est pervers, mais c'est l'effet pervers où ça peut nous amener, ce concept idéologique que la solution magique, c'est le partenariat public-privé. Et selon moi, dans un système de la santé, si on veut être à un niveau très avancé, au niveau à l'échelle mondiale, et d'ailleurs, on le voit, le seul pays au monde qui a un système privé de la santé, qui n'a pas un système public, c'est les États-Unis. Et je crois qu'au Canada, plus on va vers la privatisation, plus on ira contre les leçons apprises de la pandémie. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça, c'est une des leçons apprises de la pandémie. C'est votre réponse. Oui. C'est une émission d'opinion et on a eu votre opinion. Je ne fais que poser les questions. Je voulais entendre votre position. La mienne diffère un peu, disons. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça de cet angle-là. Moi, je persiste à dire que, appelez ça comme vous voulez, pandémie ou peu importe, le système de santé, peu importe le pays, était défaillant dans plusieurs pays. Et Absolument. On en a profité pour mettre ça de l'avant, pour dire, hé, voici, là, ça va mal, donc c'est une pandémie. Mais c'est une autre... C'est vrai, mais c'est parce que c'était aussi mal géré, là. Ça, c'est autre chose. Ah, bien là, si on veut parler de gestion, ça, on pourrait faire une émission là-dessus. Oui. Hey, merci pour votre opinion. Dernière question. Peut-être qu'après ça, on va finir avec quelques petits commentaires et questions rapides. Oui. En Chine, là. Ça, c'est votre ami, j'imagine. Parlez-vous chinois? Ça ne fait pas partie des 8 langues? Non, je suis en train d'apprendre le mandarin. Je viens juste de commencer. Ça fera 9 langues. Ouais. Non, ça va me prendre un peu plus. Là, ça va être plus difficile. Oui. Xi Jinping. Oui, Xi Jinping, oui. Ça, je ne sais pas si vous le connaissez personnellement. Lui, non. Lui, là, c'est peut-être pas Erdogan, mais lui, il a l'intention, là. Ma question est claire, OK? C'est clair, là, la Taïwan vient d'être dans son rayon de tir. Je dirais même le nord de l'Australie. L'Indonésie est dans son tir. Oui. Bon, on va rester la Taïwan. Il va-tu bouger, lui? Il va-tu le faire? Ou si les États-Unis sont assez performants, même que l'Australie là, va aider, il y a d'autres pays qui vont aider parce que là... Je ne le crois pas, pour plusieurs raisons. Attends, la question, vous dites que non, la Chine ne bougera pas. Non, la Chine, donc, disons, la Chine, si la question c'est qu'il y aura un conflit chaud envers une attaque envers le Taïwan, je dirais que non. Wow! OK. Et j'expliquerai pourquoi. La réalité, selon moi, c'est que la Chine a besoin d'un Taïwan. Parce que la Chine vient de perdre et conquérir et assimiler entièrement le Hong Kong. Effectivement. Et ça nuit à la Chine pour plusieurs raisons. Ça nuit au niveau de l'image, ça nuit au niveau politique, ça nuit au niveau économique aussi. Et tous ces gens-là, les relations internationales, etc., qui existaient avec le Hong Kong, maintenant que la Chine a mis la main d'une façon forte sur Hong Kong, tout ça aura des effets néfastes. Alors, oui, c'est un grand pays, c'est une superpuissance, mais c'est quand même, ça sera difficile à digérer pour un moment. N'oublions pas qu'il y a Macao, qui est dans un état similaire, sauf que Macao, c'est comme un peu de Las Vegas de la Chine, isolé. Alors, c'est un endroit qui génère, qui aide au flou économique et de l'argent liquide envers la Chine et sortir. Alors, c'est à peu près... C'est pour ça qu'on ne touche pas au Macao. Oui, oui. Mais le Taïwan,
le Taïwan a un potentiel économique d'investissement et aussi technologique. Alors, c'est dans l'intérêt de la Chine d'avoir, au sein même de Taïwan, il y a des gens qui sont pour des relations amicales avec la Chine, même des relations économiques beaucoup plus avancées. Il y en a. Exactement. Alors, la Chine a besoin de Taïwan, parce que si elle ferme cette partie-là de connexion en disant « on va vous envahir », je ne sais pas, là, on va faire un autre rideau de fer à l'alentour. Là, une ouverture envers le reste du monde va se fermer. Et eux autres, ils ne veulent pas ça. Alors, ça, c'est... Mais je veux dire une autre chose. Il y a plusieurs cultures au monde. La Chine en est une, l'Iran en est un autre, qui sont une culture des empires de longue date, des millénaires. Alors, ces cultures-là aussi façonnent leur comportement. Eux autres ne voient pas le monde dans un contexte de 10 ans, 20 ans. Non, eux autres, c'est 100, 200, 300. Des siècles ou même des millénaires. Ouais, alors, leur positionnement stratégique est aussi basé sur ça. Alors, moi, je crois que la Chine essaie de montrer sa puissance juste pour montrer aux États-Unis que si vous allez vous avancer encore plus, on va vous résister. Et en même temps, nous autres, c'est un échiquier. Alors, sur l'échiquier, on essaie d'avancer d'un côté, on essaie de retourner de l'autre, etc. Alors, c'est ça le jeu qui se joue. Mais je ne crois pas que la Chine ira en une confrontation directe sur le Taïwan. Si je vous disais en nombre d'années, n'ira pas au cours des 5, 10, 20 prochaines années. Si je vous disais, moi, 20, 25 ans, 30 ans, la Taïwan n'est pas dans l'incubateur de la Chine? Écoutez, la Chine, je crois que si le Taïwan sera dans une position où la majorité des Taïwanais, je dirais une bonne majorité, peut-être 60, 65 % des Taïwanais, voudrions vraiment aller avec la Chine va bouger. OK. Hey, ça a été intéressant. Ça ne paraît pas, mais l'émission achève. Mais c'est une émission d'opinion et j'ai vraiment apprécié avoir la vôtre. Surtout qu'il y a des gens qui parlent de différents pays à travers le monde, mais qui n'ont malheureusement pas eu l'occasion de mettre un pied tout le tour du globe, ce qui a été votre occasion. J'apprécie énormément. Avant, en terminant, parce que je vais probablement vous inviter, si vous acceptez, quelque part au cours de l'année, à un autre moment, et on aura l'occasion de toucher d'autres sujets. Il me fera plaisir. C'est fait, vous l'avez entendu, il a dit que oui. Mais en terminant, quand vous faites le tour de la planète, comme vous l'avez fait, avec le temps, qu'est-ce qui a fait, si vous aviez un conseil à donner à des gens qui parlent, mais qui n'ont pas l'occasion de faire le tour de la petite planète, la pensée critique, c'est quoi? Est-ce que tout le monde devrait avoir une pensée critique? Comment la développer? Comment s'exprimer sur un sujet sans démontrer qu'on connaît ça? Pas pantoute. Tu sais, là, il y en a qui n'ont pas une pensée critique sur tout. Puis là, La pensée critique se développe. Alors, il faut être humble, il faut... la pensée critique, c'est une des caractéristiques des êtres humains. Moi, je crois que chaque être humain, notre espèce, a 3 caractéristiques extrêmement interreliées. La première chose, c'est la conscience. On est conscient de nous-mêmes. Ça s'appelle, notre espèce s'appelle Homo sapiens. Le sapiens, ça veut dire l'espèce homme, de l'homme qui est conscient. Alors, on est conscient que nous existions. Alors, cette conscience, ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est la pensée critique. Nous avons évolué comme espèce. Nous sommes arrivés au 20e siècle avec tout ce qu'on a, avec le YouTube, l'Internet, avec notre émission. C'est parce qu'on a eu une pensée critique. Parce qu'on a essayé de comprendre les choses, les expliquer, les améliorer. Alors, cette pensée critique fait partie de nos gènes. Ne pas les utiliser, vous pouvez être croyant ou non, si Dieu nous l'a donné, alors il nous l'a donné pour un but.
Il nous parle pas donné pour le regarder, là. Il nous a donné pour l'utiliser. Alors, la pensée critique, c'est extrêmement important. Ça fait partie de notre humanité. Et la dernière chose qui fait partie de notre humanité, c'est d'être soucieux pour les autres. Parce que si je suis conscient, ça veut dire que toi aussi, tu es conscient. Alors, je veux savoir que mes actions ont des répercussions sur toi et toi, tu peux être affecté par ça. Alors, c'est pour ça que c'est important que je sache ce que je fais a des répercussions à travers l'humanité entière, à travers la planète. Alors, il faut toujours agir dans la vie. C'est ça que j'ai fait toute ma vie. Et il faut instruire aux enfants que les enfants ont déjà cette curiosité. Ils regardent l'univers avec une grande curiosité. Ils posent des questions et parfois les parents ils sont tannés parce que parfois ils ne connaissent pas les réponses. C'est correct. Mais moi, j'ai approché la vie comme un grand apprentissage. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit à mon garçon, je dis, à la dernière minute, à mon dernier souffle, si je vais mourir sur le lit, en sachant que j'ai appris quelque chose à la dernière minute, je mourirai heureux. En ayant appris quelque chose. En ayant appris quelque chose. Alors, c'est ça mon message ça a été intéressant. Aux auditoires. Très, très intéressant, M. Attarian. La prochaine fois, vous avez entendu, il va revenir à l'émission. Je vais en profiter pour lui demander si, effectivement, aujourd'hui, on a encore la possibilité de s'exprimer. Si le gouvernement nous fait fermer la boîte trop souvent, vous comprenez le principe. M. Attarian va revenir. On va voir qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui avec la liberté d'expression. On va élargir le sujet. Vraiment intéressant. Et puis, Ken Attarian, je ne le dirai jamais assez, vous avez fait de la Terre une petite planète, vous l'avez marché tout le tour. Dans quelle langue là, voulez-vous dire merci d'avoir écouté l'émission? Je vais le dire dans ma langue matérielle, qui est l'arménien. En arménien? Oui. Allez-y. Shonragalem vor medigadik astrakira. C'est ça, c'est ça. À la prochaine. Salut.